19h à Alger, bienvenue à votre rendez-vous quotidien de l'information, à la une de l'actualité. Après l'homicide commis par un policier du jeune Naël, les Nations Unies réagissent et appellent la France à s'attaquer aux problèmes de racisme au sein de ses forces de l'ordre. Clap de fin pour la MINUSMA au Mali. À partir du 30 juin 2023, le Conseil de sécurité vient d'acter la décision après la requête de Bamako. ATMIS, une autre mission, celle de l'Union africaine en Somalie, vient d'achever la première phase de retrait de ses troupes au moment où le terrorisme reprend de plus belle dans le pays. Sommet de Bruxelles en Europe, les divisions sur le dossier migratoire se précisent. Budapest et Varsovie s'opposent aux conditions de la Commission européenne. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Nations Unies prennent la parole pour dénoncer l'homicide du jeune Naël. L'ONU a demandé vendredi à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. La porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève appelait les autorités à veiller à ce que le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors de manifestations respecte toujours les principes de légalité, nécessité, proportionnalité, non-discrimination, précaution et responsabilité. Ce retrait. Nous sommes préoccupés par le meurtre d'un jeune de 17 ans d'origine nord-africaine par la police en France mardi. Nous notons qu'une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Il est temps pour le pays d'essayer de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Et alors que l'actualité en France et dont le monde s'emballe autour de l'homicide dont a été victime le jeune Naël, rappelons-le, tué par un policier, le pays a traversé une troisième nuit de violence qui a touché plusieurs villes en métropole, avec à la clé près de 900 interpellations et d'importants dégâts matériels. Le point sur la situation avec Safouane Ben Sabri. L'affaire Naël résonne donc en haut lieu. L'ONU est préoccupée par la situation alors que la France vit son troisième jour de tension urbaine suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Historiquement, la France est secouée de façon cyclique par des phénomènes de protestation populaire de grande ampleur suite à des violences policières envers les minorités issues de l'immigration. L'affaire Malik Oussekine avait défrayé la chronique en 1986. Le meurtre du jeune étudiant frappé à mort par 2 policiers avait provoqué des émeutes à Paris. 19 ans plus tard, la mort brutale de Zied Ebouna alors qu'ils essayaient d'échapper à 2 policiers avait mené aux émeutes de 2005. 18 ans plus tard, c'est au tour de l'affaire Naël d'embraser la France. En 2023, la question des défaillances au sein de la police n'est pas encore réglée par le pouvoir politique. La France, vue de l'étranger, reste un mauvais élève en termes de sécurité. En 2022, 13 personnes ont perdu la vie lors de contrôles routiers dans l'Hexagone, contre 1 mort en 10 ans en Allemagne. Au-delà des conséquences immédiates du meurtre de Naël, l'affaire met en lumière une polarisation grandissante de la scène politique française. 2 courants s'affrontent. La nouvelle gauche, menée par Jean-Luc Mélenchon, fustige les violences policières et dénonce systématiquement les discriminations envers les minorités ethniques. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Suspendez le policier meurtrier et son complice qui lui a ordonné de tirer. Contrairement à 1986 et 2005, c'est la première fois qu'une partie de la classe politique soutient les manifestations populaires. À l'opposé, Éric Zemmour, chantre de la théorie du grand remplacement, apporte tout son soutien aux forces de l'ordre et accuse l'immigration d'être responsable des prémices d'une guerre civile. C'est une guerre ethnique, raciale. On voit bien les forces en présence. Je pense qu'il faut quelqu'un de déterminé et de ferme. Si j'avais été au pouvoir, j'aurais d'abord arrêté l'immigration. L'affaire Naël a mis en exergue une division déjà existante de la société française et de sa classe politique, un drame qui vient agrandir une brèche de plus en plus profonde.
À noter que plusieurs villes et municipalités françaises ont instauré un couvre-feu à compter de ce soir. Nous restons en France où une autre affaire liée à de la discrimination vient d'envoyer l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, en garde à vue en compagnie de son fils, quant à lui agent de joueur. Le technicien français faisait pour rappel l'objet d'une enquête pour soupçon de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion pour des propos sur des faits qu'il aurait tenus à l'égard de certains joueurs d'origine africaine et de confession musulmane du temps où il officiait à la tête du banc de l'OGC Nice. Un mot également sur la dette globale de la France qui dépasse désormais les 3 trillions de dollars au premier trimestre 2023 à 112,5% du PIB selon les chiffres rendus publics par l'INSEE. L'endettement public du pays pèse lourd sur l'économie. Il s'est massivement accru depuis la pandémie Covid-19 et a augmenté de 63,4 milliards de dollars pour dépasser les 3 013 milliards en valeur absolue fin mars. L'affaire de l'auto-da-fé du Coran en Suède continue de faire couler beaucoup d'encre. L'Observatoire arabe des droits de l'homme a dénoncé l'acte islamophobe commis par un extrémiste suédois qui a brûlé un exemplaire du livre saint musulman à la mosquée centrale de Stockholm. L'organisme estime que l'incident constitue une provocation de plus au sentiment des musulmans menée par certains extrémistes. Il appelle la communauté internationale à adopter une position ferme envers ceux qui la soutiennent. Sahara occidental, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré par la voix du Haut Commissaire Volker Turk soutenir la poursuite et le maintien des missions techniques ainsi que l'envoi de délégations de l'ONU dans les territoires occupés, en particulier au Sahara occidental, car cela contribue à résoudre les problèmes dans cette région. Une déclaration accueillie favorablement par le Front Polisario qui, à son tour, a déclaré par la voix de son envoyé spécial à Genève, Habib Boujraya, que c'était un bon signe, notamment s'il permettait de mettre fin au processus de violation des droits de l'homme par l'occupant marocain au Sahara occidental. En ce qui concerne la poursuite des missions et des visites au Sahara occidental et au camp des réfugiés, nous espérons pouvoir accéder facilement à ces endroits avec le soutien et l'accord des autorités algériennes et marocaines, ce qui pourra aider à résoudre les problèmes dans cette région. Je vous en parlais tantôt en titre, clap de fin pour la mission des Nations Unies au Mali, dont la situation a fait l'objet ce vendredi d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU qui a adopté la résolution 2690. La fin du mandat et le départ de la MINUSMA est désormais acté après la demande des autorités de Bamako. Le Conseil de sécurité s'est penché sur le vote du texte qui stipule la durée et les modalités de ce départ qui devrait intervenir sous 6 mois à partir du 30 juin. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la résolution 2690 que vous venez juste d'adopter, laquelle met fin au mandat de la MINUSMA à compter de ce jour 30 juin 2023. Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général. Un mot également du groupe BRICS et de l'engouement général qui l'accompagne. Un autre pays africain a exprimé sa volonté de rejoindre les 5 après l'Algérie et l'Égypte. Il s'agit de l'Éthiopie, et ce, compte tenu de l'évolution de la situation internationale et des forces internationales en présence. Addis Abeba s'efforcera de devenir membre d'autres organismes internationaux dont les BRICS afin de préserver ses intérêts nationaux. C'est en effet ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien. En Somalie, la mission de transition de l'Union africaine ATMIS a annoncé jeudi avoir achevé la première phase du retrait des troupes avec la remise des bases militaires dans la capitale Mogadiscio et dans la région du sud.
L'ATMIS a indiqué que la base militaire d'entraînement Al Jazeera One de Mogadiscio ainsi que la base Gerileh de l'État de Jubaland avaient été remises aux forces de sécurité somaliennes. Et la mission d'observation électorale de l'Union africaine également a déclaré que les élections générales du 24 juin au Sierra Leone se sont déroulées de manière globalement pacifique et transparente. Dans son communiqué préliminaire, la mission a néanmoins indiqué que l'environnement électoral avait été caractérisé par quelques tensions accrues et des incidents de violence signalés dans certaines parties du pays. Ouvrons à présent le dossier palestinien. Dans les territoires occupés, 3 jeunes Palestiniens ont été arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée alors qu'ils tentaient de franchir un poste de contrôle militaire au nord d'El-Quds. L'occupation a également arrêté un Palestinien de Toubas, dans le nord de la Cisjordanie. Dans ce contexte, les forces d'occupation sionistes ont pris d'assaut les villages du district et de la ville de Naplouse et Jénine. Des raids et des perquisitions dans plusieurs maisons étaient à l'ordre du jour, au cours desquels des grenades lacrymogènes ont été tirées sur des civils palestiniens. Et des affrontements ont éclaté tôt dans la journée entre les forces d'occupation et des civils palestiniens dans un village au sud de Naplouse. Les forces d'occupation sionistes ont également attaqué les habitants avec des ballons métal recouvertes de caoutchouc, des grenades assourdissantes lacrymogènes, blessant au moins 2 personnes. Et à l'occasion d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères Riyad El-Maliki, son homologue turc Hakan Fidan a affirmé la position ferme et favorable de son pays aux droits des Palestiniens, ainsi que son rejet continu des violations sionistes et des crimes de colons, dont le principal est la colonisation et le ciblage de la mosquée Al-Aqsa. Un vent de discorde souffle sur l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne se sont clairement opposés à la politique migratoire que les leaders européens veulent faire adopter. Varsovie et Budapest rejettent en effet le mécanisme de solidarité qui leur impose une contrepartie financière en cas de refus d'accueillir les demandeurs d'asile arrivant par le sud de l'Europe et la Méditerranée. C'est un sujet signé Souila Kilal. Alors que l'accord sur la réforme de l'asile avait été approuvé début juin dernier à la majorité qualifiée, la Pologne et la Hongrie, qui s'y étaient opposées à l'époque, ont toutes deux protesté ce jeudi à Bruxelles le dit accord, réclamant qu'une telle décision soit prise à l'unanimité. Les 2 pays réclament une modification de la déclaration finale du sommet pour prendre en compte notamment cette demande. Je mène cette bataille depuis 8 ans. Jusqu'à présent, nous avons réussi à maintenir un calme relatif et à empêcher la Commission européenne d'imposer un quota obligatoire aux Hongrois et aux autres États membres. L'accord migratoire qui oppose le duo Budapest-Varsovie au reste de l'Europe repose sur un système de solidarité obligatoire entre pays de l'UE, dont la prise en charge des demandeurs d'asile. Selon cet accord, encore au stade préliminaire, les 27 seraient tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs arrivés dans un pays de l'UE, soumis à une pression migratoire, ou à défaut, d'apporter une contribution financière équivalente à 20 000 € pour chaque réfugié non relocalisé. On nous a dit que la Hongrie devait fournir des dizaines de milliers de places aux migrants. Cela deviendra un ghetto, un camp de réfugiés, un ghetto de migrants. Maintenant, je lutte contre cela avec tous les moyens à ma disposition. Et nous n'avons pas l'intention de mettre en œuvre ces décisions. Nous le disons ouvertement. La Pologne s'appuie sur de précédentes conclusions de sommets européens pour réclamer que les décisions sur un dossier aussi sensible soient prises par consensus. Elle veut aussi que soit mentionné le droit souverain des États membres à définir leur politique migratoire et à décider qui ils acceptent sur leur territoire. Connu pour ses positions anti-immigration, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que ceci n'est autre qu'un combat pour la liberté et pas une rébellion, dénonçant un processus scandaleux et inacceptable sous la pression des forces pro-immigration. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, la Russie sera plus forte après la rébellion avortée du groupe Wagner. Survenue la semaine dernière. Pour rappel, Lavrov a considéré lors d'une conférence de presse que
que la Russie est toujours sortie plus solide, plus forte de toutes les difficultés. Merci de vous soucier de nos intérêts nationaux, mais vous n'avez pas à le faire. De tous les problèmes, cela pourrait difficilement être qualifié de plus qu'un problème. La Russie est toujours sortie plus forte et plus résiliente et nous voyons déjà des signes de cela. Et après s'être exprimé sur le prolongement de l'accord sur les céréales dont il a dit ne pas voir l'utilité, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dans un autre registre que l'Ukraine jouait un jeu dangereux concernant la centrale nucléaire de Zaporijia, accusant Kiev de pur mensonge avec des déclarations suggérant que Moscou prévoyait de faire sauter la centrale. Hier, lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons fait circuler un document officiel qui confirme nos sérieuses préoccupations concernant les faits qui montrent les actions provocatrices de l'Ukraine. Qu'ils disent que nous allons nous faire exploser alors que nous sommes dans une installation nucléaire. Dois-je commenter cela? C'est un pur mensonge. Conflit russo-ukrainien toujours, le chef des forces armées ukrainiennes a fait part de son inquiétude quant à la lenteur de la contre-offensive lancée il y a un peu plus de 3 semaines par Kiev et qui tente justement de se rassurer sur le déroulement de l'opération militaire. Le ministre de la Défense ukrainien avait pour rappel déclaré que l'essentiel des troupes n'avait pas encore été déployé par Kiev. Zoom à présent sur la discrimination positive dans les universités américaines, un principe que la Cour suprême américaine vient d'abroger. L'instance judiciaire vient en effet de sonner le glas de cette prérogative destinée à promouvoir la diversité. Les détails avec Camille Touta. Il s'agit d'un des acquis majeurs de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis depuis les années 60. La discrimination positive à l'université, ce symbole historique qui permettait aux étudiants issus des minorités d'avoir un accès plus facile à l'enseignement supérieur américain. Désormais, c'est une prérogative qui fait partie du passé. La Cour suprême américaine vient d'abroger ce droit en vertu d'un arrêt judiciaire fondé sur le principe que l'étudiant doit être considéré selon ses acquis pédagogiques et non pas le critère racial. Le président américain Joe Biden exprime son désaccord. La Cour a effectivement mis fin à l'action positive dans les administrations à l'université et je suis fortement en désaccord avec la décision de la Cour. Pour le bureau ovale, la grandeur des États-Unis et de ses universités réside dans la diversité et les opportunités offertes à toutes les classes de la société. J'ai toujours cru que la promesse de l'Amérique est assez grande pour que tout le monde réussisse et chaque génération d'Américains bénéficie en ouvrant les portes des opportunités un peu plus larges pour inclure ceux qui ont été laissés pour compte. Je crois que nos collèges seront plus forts quand ils seront racialement diversifiés. De son côté, le camp des Républicains a salué la décision, estimant que la démarche de la Cour va permettre de rétablir l'égalité dans le milieu universitaire et ainsi le retour à un système axé sur le mérite et non pas l'aspect racial. Une nouvelle affaire qui démontre une fois de plus le clivage entre les Républicains et les démocrates. Dernière en date, la loi sur le droit à l'avortement, révoquée par la Cour suprême au niveau fédéral au mois de juin 2022. Clap de fin du 19h Info. Excellente soirée sur L24 News.